Votre maison est-elle vraiment un investissement? Alors, pourquoi nous avons choisi d'aborder cette question? Dans les différentes séances de coaching, que ce soit en individuel ou dans les formations sur l'éducation financière, nous avons noté que cette question est centrale et fait ressortir beaucoup d'émotions. Quand nous avons commencé à travailler dans les finances personnelles, on se disait que l'importance de la maison était très au-delà de ce qui est significatif en Afrique seulement. Bienvenue à l'épisode 25 de l'émission Vivre libre pour passionnés et heureux. Aujourd'hui, nous avons choisi de plonger dans un nouvel épisode de notre série sur la sérénité financière. Et particulièrement, nous allons nous intéresser à un des éléments clés de la construction du patrimoine de la plupart d'entre vous. Alors, nous avons choisi de parler aujourd'hui d'un thème lié à la maison. Et la question est celle-ci. Votre maison est-elle vraiment un investissement? Alors, pourquoi nous avons choisi d'aborder cette question? Dans les différentes séances de coaching, que ce soit en individuel ou dans les formations sur l'éducation financière, nous avons noté que cette question est centrale et fait ressortir beaucoup d'émotions. Quand nous avons commencé à travailler dans les finances personnelles, on se disait que l'importance de la maison était très au-delà de ce qui est significatif en Afrique seulement. Mais nous nous sommes rendus compte en Occident, particulièrement en France, quand vous discutez avec des gens et que vous avez en face de vous quelqu'un qui est propriétaire, on dit « Ah bon, mais vous êtes propriétaire ?» Ah, les gens commencent à vous regarder différemment. Aux États-Unis, le rêve américain également inclut forcément aussi le fait d'être propriétaire immobilier avant de devenir plus tard millionnaire, dont fait partie justement cette propriété-là. Ça veut dire que au-delà de la culture africaine, dans les autres cultures africaines, occidentales, asiatiques, la maison revêt une importance capitale. Elle revêt une importance si capitale que la plupart des personnes considèrent que c'est leur plus gros investissement. Et d'ailleurs, pour la classe moyenne, très souvent, c'est le plus gros investissement. Donc, pour la plus grande partie des personnes capables d'avoir des ressources financières, c'est la plus grosse partie de leur investissement. Et donc, si vous considérez que c'est le centre de votre vie, on va donc comprendre pourquoi des gens travaillent de manière acharnée pendant toute leur vie avec un rêve important d'avoir une maison. Avoir une maison, en réalité, c'est comme arriver au summum de la sécurité financière et de la réussite personnelle. Donc, c'est un élément important qui fait ressortir beaucoup d'émotions, des émotions positives et parfois justifiées, c'est normal. Mais nous allons essayer de parcourir un peu, d'aller au-delà des stéréotypes pour plonger un peu dans ces croyances populaires-là et pour voir si nous avons raison ou pas de considérer que notre maison est vraiment un investissement. Alors, asseyez-vous confortablement et suivez-nous pendant cet épisode. On va essayer de le faire ensemble. Alors, on va essayer de creuser pour voir quels sont les dessous de cette croyance populaire et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur nous. Pour revenir de manière pratique, quelle est la perception commune? La perception commune est que quand on a une maison, on se sent en sécurité chez soi. On se sent tranquille. Mais dans la pratique aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se sent en sécurité dans une maison qui parfois est achetée cash et d'autres fois est achetée à crédit. Et de plus en plus, avec l'avènement des crédits immobiliers, des crédits hypothécaires, ailleurs comme on appelle, on se rend compte que beaucoup de personnes accèdent à la propriété alors qu'en fait cette maison est à crédit. Et d'ailleurs, j'ai vu des banques donner jusqu'à 100% de crédit à des personnes qui voulaient accéder à la propriété. À la fin, on se demande qui est le propriétaire de l'investissement si c'était un. En d'autres termes, quelles sont les conditions qu'on devrait voir, à mon avis, qu'on devrait voir être réelles pour qu'on considère que la maison peut être comme un investissement au-delà de cette pensée populaire qui dit que la maison est un investissement. D'ailleurs, les gens pensent que c'est un investissement simplement parce qu'on a mis de l'argent là-dessus et que ça veut dire qu'on a investi dans l'immobilier. Ça, c'est la perception commune, n'est-ce pas? On essaie de mettre en avant le fait d'être propriétaire et ça nous donne un élément de statut social au-dessus de la moyenne. C'est normal parce que tout le monde n'accède pas à la propriété. Mais quelle est la réalité au-delà de cette perception de la maison comme un investissement, de la maison comme un gage de statut social? Quelle est la vraie raison? Et d'ailleurs, beaucoup de personnes vont dire je préfère être propriétaire que d'être locataire parce qu'en étant locataire, je gaspille de l'argent. Je me rappelle, il y a le mois passé, j'ai échangé avec un ami qui me dit oui, mais je suis venu, je dois prendre une maison pour ma famille, je vois tellement d'argent que je vais dépenser. Cette perception commune de la maison comme un élément de sécurité et de réussite nous amène à biaiser en fait la décision que nous devons prendre.
Pourquoi est-ce que je dois accéder à la propriété alors que peut-être j'en ai pas les moyens? Quelle est la vraie raison, la vraie évaluation de ce que me coûte une maison? C'est pour ça que je voulais aller au-delà de cette perception commune pour aborder le deuxième point qui est la réalité financière de la maison. Quand on choisit au départ d'être locataire, nous transférons en réalité les risques liés à la propriété au bailleur, n'est-ce pas? Quand il y a des grosses réparations, ce n'est pas à nous que ça incombe. Quand il y a différents éléments liés peut-être à l'environnement, on a le choix de pouvoir partir de cet environnement et aller ailleurs. Mais rappelez-vous, la plupart des personnes qui viennent me voir et qui disent qu'ils font le calcul entre louer et acheter une maison vont ignorer les taxes liées à ces grosses réparations-là, les dépenses liées à ces grosses réparations, vont ignorer la taxe foncière, vont ignorer toutes sortes de dépenses d'entretien liées au fait simplement d'être propriétaire. Ça veut dire quoi? Ces coûts cachés-là sont en fait des éléments qu'il faut rajouter au coût réel de la maison pour voir ce que être propriétaire de la maison nous coûte, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on s'arrête simplement au fait que ça nous donne le confort, la sécurité, le respect dans la société. Il faut qu'on prenne en compte les coûts réels pour voir vraiment la charge que ça représente. Et pour vous qui achetez les maisons à crédit, je prends un exemple aujourd'hui de manière très simple. Si vous investissez à peu près 100 millions pour acheter une maison à crédit et que vous payez autour de 8,5%, entre 8 et 9% d'intérêt par an, il va se trouver qu'au bout de 10 ans, si vous remboursez la maison sur 10 ans, les intérêts seront autour de 50 millions. Ça veut dire qu'à peu près la moitié du capital que vous avez pris. Si vous remboursez sur 20 ans, les intérêts seront de 100 millions, donc à peu près le même montant que le crédit. Pour un taux d'intérêt situé entre 8 et 9. Donc, en réalité, parfois, avant de dire que c'est un investissement, il va falloir calculer les charges réelles d'entretien, les taxes foncières, les charges d'intérêt, ramener tout ça et voir maintenant en comparaison au loyer. Et je le dis pourquoi? Parce que parfois, on peut différer en réalité l'accession à la propriété jusqu'à ce que ça représente un investissement. Ça, c'était pour qu'on puisse comprendre les coûts réels qui sont derrière. Parce que c'est important de ne pas seulement s'arrêter à l'élément superficiel. Maintenant, comme troisième point et comme élément extrêmement important que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, pour savoir si vous méritez réellement une maison, et ça, je m'adresse à ceux qui sont déjà propriétaires à 100% de leur maison ou bien ceux qui souhaitent acquérir un logement. Le premier test qu'on appelle le test de capacité de paiement, c'est quoi? Quand vous avez calculé au niveau de tous les coûts qui reviennent à la maison, dites-vous bien que si vous deviez amortir par exemple cette maison dans le délai que vous avez sur le crédit, quelle est la mensualité de remboursement que vous deviez avoir à faire face? Si vous remboursez plus de 35% de vos revenus, ça veut dire que vous êtes déjà au-delà de vos capacités en termes d'accession ou d'habitation dans cette maison-là. Si vous êtes propriétaire, vous avez acheté à crédit, que vous remboursez un crédit qui dépasse 35% de votre salaire, ça veut dire que cette maison-là est au-dessus de vos moyens. Ça, c'est la première partie du test de la capacité. La deuxième partie, c'est quoi? Ça concerne des personnes qui ont déjà acquis ou construit leur maison. Beaucoup de personnes considèrent qu'ils ont fait le plus gros effort de leur vie et donc, du coup, ils dorment sur leur laurier jusqu'à ce qu'ils se réveillent un matin, ils sont à la retraite. Pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Supposez que votre maison qui est en pleine propriété est actuellement en location. C'est-à-dire que vous êtes locataire à vous-même et à vos enfants et vos petits-enfants. Pour savoir si vous méritez d'habiter dans cette maison-là, calculez simplement 25%. Non, déterminez le revenu, le loyer mensuel qu'on pourrait payer pour une maison comme celle-là. N'est-ce pas? Vous êtes par exemple propriétaire d'un logement qui coûte 200 millions. N'est-ce pas? Le logement coûte 200 millions. On aurait pu le louer à combien? Peut-être à 1 200 000 par mois, par exemple. Ça veut dire quoi? Si on peut louer cette maison à 1 200 000 par mois, ça veut dire que dans notre recommandation à Daken Business Coaching, la maison ne devrait pas représenter plus de 25% de votre revenu. Si vous louez une maison à 1 200 000 le mois, ça veut dire que vous devez être capable d'avoir un revenu mensuel de 4 800 000. Ça, c'est le premier test pour savoir que vous méritez cette maison. Si vous avez peut-être construit la maison dans le passé et que vous ne pouvez plus payer ce loyer-là, ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de vous appauvrir chaque jour. Si vous n'êtes pas capable de supporter un loyer équivalent au coût proportionnel de la maison dans laquelle vous êtes en train de vous appauvrir chaque jour. Et le conseil que je donne à des personnes qui sont propriétaires, considérez qu'une maison, ce n'est qu'un passage dans la construction de votre patrimoine intergénérationnel. Et pour bien continuer à faire grandir votre patrimoine, astreignez-vous au fait de virer chaque mois l'équivalent dont on a parlé là.
virer le montant. Par exemple, si vous louez une maison qui coûte 1 200 000, ça veut dire que dans vos revenus actuels, vous devez être capable de virer ce montant-là dans un compte d'épargne qui servira à investir dans d'autres propriétés. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Ça veut dire quoi? Si vous êtes propriétaire de votre maison, faites comme si vous étiez en train de payer un loyer chaque mois. C'est un secret de ces personnes qui arrivent à bâtir un patrimoine intergénérationnel. Même quand elles arrivent à être propriétaires d'une maison, chaque mois, elles mettent l'équivalent de 25% de leur salaire en sachant que ça représente le loyer qu'elles auraient payé dans une maison comme celle-là. C'est-à-dire que vous allez mettre soit 25% de votre salaire, soit le montant du loyer que vous aurez payé si la maison était en location dans un compte d'épargne qui servira à investir. Et là, vous saurez si véritablement vous méritez cette maison. Et là, dans ce cas-là, votre maison sera réellement un investissement. Donc, voilà ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Et je ferai juste la synthèse pour dire qu'il faudrait qu'on passe au-delà de la croyance populaire qui pense qu'arriver à être propriétaire, c'est atteindre le sommet de la sécurité financière, c'est arriver à la sérénité, c'est être une élite dans la société. Pour le rester aussi longtemps que possible, astreignez-vous à payer le loyer à vous-même pour savoir si vous continuez à générer suffisamment de revenus. Merci d'avoir été avec nous et retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre émission Vive libre, passionné et heureux sur la chaîne Sérénité Financière 365. À très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ici-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre de nouveaux contenus en ligne.